Ce soir, à Maison Nouvelle Écoute, les orphelins de Duplessis, l'impact d'une telle histoire sur celles qui en ont été marquées, les religieuses. Mes invités, sœur Gilberte Villeneuve, des Sœurs de la Providence, sœur Gisèle Fortier, des Petites Franciscaines de Marie, et sœur Rolande de Paris, des Sœurs Grises de Montréal. Alors, sœur Fortier, pourquoi vous avez choisi les Petites Franciscaines de Marie? Parce qu'elles s'occupaient des enfants, elles aussi? Pas vraiment. Pas vraiment. Mon premier choix avait été d'aller dans une congrégation où ils avaient des missions à l'étranger. Et mon directeur spirituel m'a dit, écoute, il y a des missions au Québec. Et c'était à ce moment-là tout le volet de la déficience intellectuelle parce qu'à Baie-Saint-Paul, nous avions une institution qui s'occupait de ces personnes-là. Bon, Baie-Saint-Paul, c'était, est-ce qu'on peut dire qu'on peut faire une équivalence entre Baie-Saint-Paul et Saint-Jean-de-Dieu? Oui, effectivement. Sauf qu'à Baie-Saint-Paul, c'était l'endroit au Québec où on référait tous les enfants qui naissaient avec des problèmes physiques ou des problèmes de tous ordres. Bon, mais est-ce qu'on retrouvait dans vos institutions, que ce soit Saint-Jean-de-Dieu, parce que là, on peut parler des enfants qu'on peut identifier très facilement comme souffrant d'handicap mentaux lourds, par exemple, mais est-ce qu'il y avait de ces orphelins venant, non pas de ces orphelins, mais de ces enfants abandonnés venant des crèches, par exemple? Il y en avait, mais il fallait qu'ils présentent, nous autres, je sais bien qu'à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, il fallait tout de même qu'ils présentent une déficience intellectuelle. Chez nous aussi, nous en avons reçu des enfants qui étaient nés illégitimes, qui avaient été dans les orphelinats et les crèches, puis qui ont abouti à Baie-Saint-Paul justement parce que dans leur milieu de vie, où ils avaient des problèmes de comportement, où ils étaient rendus à un âge où ils ne pouvaient plus rester à l'orphelinat, parce qu'à 14 ans, c'était la date limite. Donc, ce qu'il y avait dans le temps, il faut peut-être se le rappeler, vous dites, quand c'était fini à l'orphelinat, qu'il n'y avait personne, ils pouvaient se ramasser dans un hôpital psychiatrique. Effectivement. Il y avait quelques-uns qui pouvaient peut-être échapper pour aller dans ce qu'ils appellent les institutions de protection de l'enfance, qui étaient des écoles industrielles et autres. Mais c'était un petit nombre qui était là. C'était la Cour de la protection de l'enfance qui s'en occupait, ceux-là. Oui, Sœur Paris, elle y va ajouter quelque chose à ce sujet-là. Dans ce sens-là. Mais vous êtes bien consciente, puis je pense qu'on en a parlé un peu dans la première partie, vous êtes consciente que aviez-vous les outils pour véritablement évaluer? Parce que là encore, ce que je relisais dans des écrits qui ont été publiés, un enfant qui passe 5 ans ou 6 ans dans une crèche, ça devait être extrêmement difficile d'évaluer correctement. Je me souviens qu'on a déjà dit que des tests psychométriques n'étaient pas faits pour les enfants des milieux défavorisés parce qu'ils ne traduisaient pas de même réalité. Est-ce que ça pouvait être la même chose pour vos enfants? Oui, ça pouvait être la même chose pour plusieurs. Mais nous avions un médecin qui avait adapté les tests mentaux aux déficients, c'est-à-dire à ces personnes-là qui avaient vécu des carences. Et puis, je pense qu'on les utilisait le plus possible, mais il s'est toujours glissé des enfants qui avaient un quotient intellectuel assez important et puis qui se retrouvaient chez nous, surtout à cause des problèmes de comportement. Bon. On va revoir des images qui prouvent, Sœur Villeneuve, que vous étiez tout à fait consciente de la nécessité, à l'époque, d'avoir des écoles ou d'avoir un encadrement scolaire qui allait beaucoup plus loin que ce que vous pouviez faire dans un hôpital psychiatrique. Bon. On revoit cet extrait qui nous parle de la naissance du Mont-Providence à Montréal. En 1950, les Sœurs de la Providence filment l'arrivée de 325 garçons et filles au Mont-Providence, dont on vient à peine de terminer la construction. Une école offrant des services psychologiques, pédagogiques et médicaux. Avec son école normale, c'était une institution d'avant-garde, offrant le premier programme de formation pour déficients mentaux rééducables à Montréal. Sœur Gilberte Villeneuve assurait la direction des services pédagogiques. Et en 1952, les objectifs du Mont-Providence étaient clairement définis. C'était d'abord de développer toutes les facultés de l'enfant, de le rééduquer, de l'orienter vers une possibilité de vivre dans un milieu le plus normal possible
nous pouvons dire que à Mont-Providence, nous sommes allés plus loin, car là, il s'agissait vraiment de réhabiliter le jeune pour vivre en dehors du milieu hospitalier, en dehors de l'institution. Bon, ça, je pense qu'on a presque répété ça hier, là, presque mot à mot dans la série. D'ailleurs, vous devriez l'écouter. Vous pourriez vous reconnaître dans un certain sens. Ça, c'était le but de Mont-Providence. Au début, c'était une école. Absolument, absolument. La communauté a investi quelques millions pour être capable d'ouvrir cette école pour les enfants atteints de déficience mentale surtout. Est-ce que vous diriez les enfants identifiés comme déficients avec les moyens de l'époque, mais qu'on considérait qu'on pouvait instruire ceux qui ont suivi cette expérience-là? Qu'est-ce que vous en diriez aujourd'hui? Le grand nombre, je puis dire que le grand nombre avait vraiment besoin d'une éducation spéciale. Le grand nombre. Mais comment on les appellerait ces enfants-là aujourd'hui? Les adaptés sociaux peut-être, mais la déficience intellectuelle, elle est classée différemment selon les professionnels. C'est peut-être un retard social, si on peut dire, c'est peut-être un retard à caractère médical, mais c'est peut-être aussi un retard comportemental. Donc, tout dépend du volet du professionnel. Et aujourd'hui, on n'évalue pas du tout la déficience de la même façon. Quand on nous a raconté hier, et je pense, Sœur Paris, vous avez certainement lu ce document-là sur les enfants en difficulté, et vous, Mme Villeneuve, vous allez pouvoir nous le rappeler. On nous a rappelé dans la série de Duplessis hier que là est intervenue la politique. Avec un grand P, avec des chicanes fédérales, provinciales, avec les querelles, à savoir qui devait payer quoi. Le fond de l'histoire, qu'est-ce que c'était? Bon, c'est que le fond de l'histoire entre la fiction. Mme Perry, vous l'avez peut-être étudié. Je vais... Le fond, là, je pourrais pas vous le dire, mais je vais vous dire ce que moi, j'en sais ou j'en comprends. Parce que, toujours par rapport aux gens... Si je vous pose ce genre de questions-là, je vais vous dire... Il y a quand même des personnes qui ont mon âge qui peuvent se souvenir d'une certaine époque. Mais les personnes plus jeunes ne vont pas toujours comprendre ces réalités-là. Alors, allez-y. Alors, moi, je vais enclencher dans la suite là, de ce que Sœur Gilberte disait, à savoir ce souci de l'éducation, de l'instruction des jeunes. On sait qu'au Québec, tout ce qui relevait de l'éducation, ça relevait du gouvernement provincial. De M. Duplessis. De M. Duplessis. Or, les subsides provinciaux étaient accordés à l'instruction et à l'éducation. Entre-temps, le gouvernement provincial devait avoir besoin de sous. Alors, le gouvernement fédéral pouvait accorder des argents dans la mesure où on privilégiait le domaine hospitalier, le domaine de la santé. Or, le gouvernement du Québec, ne voulant pas perdre ces argents-là, a sûrement fait pression, et je dirais une très forte pression, pour changer la vocation à ce moment-là, pour que ça devienne, dans le domaine hospitalier, qu'on ait des lits au lieu d'avoir des bureaux pour l'enseignement, voyez-vous. C'est ce qui s'est produit un peu à l'époque, et je pense que les sœurs qui étaient là, moi, je n'étais pas là, mais ce que j'en ai entendu et ce que je crois qu'elles ont pu souffrir, quand on est pédagogue dans l'âme, et je le suis, et qu'on a à cœur de rendre à maturité l'autonomie d'une personne avec des handicaps, de multiples handicaps. On a à cœur d'aller jusqu'au bout de son éducation, et là, on lui dit, non. Étiez-vous là, à ce moment-là? J'étais là au moment du transfert. Est-ce que c'est vous qui avez rencontré le cardinal? Non. Est-ce que c'est vous qui avez rencontré Maurice Duplessis? Il y avait des autorités dans ma communauté qui l'ont rencontré. Moi, tout simplement, c'est une autorité de la communauté qui m'a simplement dit qu'il fallait prendre cette option-là. On n'avait pas le choix. Ce soir, à Maison Nouvelle-Écoute, quand les religieuses dirigeaient les crèches, les orphelinats, les hôpitaux au Québec, mes invités, Sœur Gilberte Villeneuve, des Sœurs de la Providence, Gisèle Fortier, des Petites Franciscaines de Marie, et Roland Paris, des Sœurs Grises de Montréal. Madame Paris,
avant la pause, nous a entraîné, nous a tracé une image. Elle a dit, on change des pupitres pour des lits. Est-ce que c'est comme ça que vous avez vécu ça? À peu près, oui. C'était excessivement lourd, excessivement dur, au point que j'ai dû laisser le poste là. Je ne pouvais plus rester lorsqu'on nous a dit qu'il n'était plus question d'enseignement, il était question de soins hospitaliers et qu'on ferait entrer même des adultes dans la maison, on remplirait la maison. Alors, du jour au lendemain, j'avais 23 professeurs. Alors, on a dû, ni plus ni moins, liquider les professeurs. On n'avait même plus le droit de parler de professeurs. S'ils voulaient rester, ils devaient être préposés aux malades ou à d'autres titres. Alors, c'était très dur. Madame Fortier, vous étiez à Baie-Saint-Paul, je ne sais pas si c'est à la même époque à peu près que vous étiez, mais est-ce qu'à Baie-Saint-Paul, vous ne pouviez pas non plus enseigner? À Baie-Saint-Paul, à l'époque où le Mont-Providence existait, nous étions vraiment dans un cadre d'hôpital psychiatrique avec des enfants qui avaient peu de potentiel, mais il y avait des religieuses qui essayaient de leur donner un peu d'éducation. On n'avait pas pu tenter l'expérience du Mont-Providence. Mais en 1964, lorsque le gouvernement a développé des budgets pour le domaine des hôpitaux psychiatriques après l'enquête Bédard, là, nous avons développé vraiment un programme de scolarité et adapté aux besoins de ces personnes-là. Mais l'histoire... D'ailleurs, dans le contrat avec le gouvernement, nous n'avions pas d'obligation de donner une éducation. Est-ce que j'aurais presque l'impression de dire que au Mont-Providence, on prend l'exemple du Mont-Providence, vous ne pouviez pas donner de l'éducation en quelque sorte? On ne pouvait plus. Oui, Mme Paris. C'est exactement ce qui est arrivé. Elle ne pouvait plus. Hein? C'est pas de gaieté de cœur, là. Hein? Mais... Et j'aimerais juste... Oui, vous voulez revenir en arrière un petit peu? Non. Allez-y. Je veux continuer parce que ça illustre tellement bien le droit de parole qu'avaient les femmes à l'époque. Vous avez vu au début, là, quand la première présentation, le premier 30 secondes, là. Oui. Hein? Bon. Oui. Quand la dame prend l'enfant dans ses bras, que le monsieur dit, non, cut là, je sais pas, non. Elle est obligée de remettre là et de s'en aller. Elle n'avait plus un mot à dire. Dans la même... Dans l'extrait, là, si vous prenez l'extrait d'hier, vous avez vu l'extrait. Oui. Puis Mme Villeneuve, on a regardé La après. femme n'avait pas droit de parole. Alors là, c'est un peu encore autre chose. Elle a sûrement parlé, mais la parole qui a un pouvoir, elle ne l'avait plus. C'était pas... Et donc, bon... Oui, Mme Fortier. Non, ben écoutez, moi, c'est sur la question des conditions de financement et des obligations que nous avions à donner de l'éducation aux personnes dans les hôpitaux psychiatriques. Dans le contrat, c'était très clair, il n'y avait pas d'obligation de cet ordre-là. C'était seulement l'hébergement, le vêtement, en tout cas la nourriture, c'était vraiment ça qu'on avait comme obligation. Mais est-ce qu'il y avait conscience, bon, il y avait quand même une prise de conscience, bon, je l'ai vu avec l'expérience du Mont-Providence, une prise de conscience qu'il y avait quand même un besoin minimum d'éducation. Et si on empêchait, par exemple, que cette éducation se donne... Mais savez-vous qu'on a toujours continué quand même, hein? C'est bien ça. En cachette? Bien sûr. On ne portait pas le titre de professeur, mais l'enseignement se continuait quand même. Nous avons continué à enseigner à Mont-Providence tous ceux qui étaient là pour plusieurs années. Bon. Mais diriez-vous que le Mont-Providence, si on vous avait pas coupé les ailes, ça aurait pu devenir une expérience extrêmement valorisante? Parce qu'on parle de formation d'orthopédagogue, on parle de différents spécialistes. Il y avait ça dans l'histoire du Mont-Providence, Mme Paris? Oui, c'est exactement ça. Elles avaient commencé ce que l'Université du Québec a mis en place avec un baccalauréat pour l'enfance en difficulté d'adaptation et d'apprentissage, dont j'ai suivi la formation. Et elle l'avait déjà. Mais il y a une réalité. Vous vous retrouvez des communautés religieuses avec le pouvoir qu'on vous reconnaissait. J'ai vu des religieuses diriger des hôpitaux et elles dirigeaient ça d'une main de maître. Mais vous devez accepter le dictat de l'autorité. Est-ce que ça vous a tenté de dire non? Ça a sûrement tenté les personnes qui étaient là, mais encore une fois, les femmes avaient le droit de parler, mais elles n'étaient pas écoutées. Voilà. C'était uniquement les hommes qui venaient.